Bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer la session sur les maladies rénales chroniques. J'ai le plaisir de présider cette séance en compagnie d'un éminent chercheur, disons, de Bamako, le professeur Seydou Doumbouya, qui est en même temps doyen de la faculté, qui va dire un mot tout à l'heure. Nous allons écouter dans un premier temps le professeur El Hadj Farika du Sénégal, ensuite le professeur Taïb Ben Abdallah de Tunisie, puis le professeur Mélanie Kia, professeur à Bouaké en Côte d'Ivoire, Mohamed Lamine Kaba de Guinée, l'hôpital Donka, et puis Massaer Sek, qui est là, qui est le secrétaire général de l'Association des hémodialysés du Sénégal. Donc, sans plus tarder, je vous laisse introduire, vous présenter, introduire le professeur K. S'il vous plaît, oui. Vous avez la parole. Merci, compte tenu du temps. Moi, je suis le professeur Seydou Doumbouya, je suis le doyen de la faculté de médecine et de l'autostomatologie de l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. Et je suis aussi le directeur du Centre universitaire de recherche clinique. Alors, donc, au professeur K, un néphrologue très bien connu, professeur titulaire de néphrologie et président de la Commission nationale pour la transplantation organique. Alors, professeur, vous pouvez nous faire le point sur la prise en charge des maladies rénales chroniques au Sénégal, certainement en moins de 5 minutes. Et deuxième question aussi, vous dirigez la Commission nationale pour la transplantation organique depuis sa création. Vous pouvez nous faire aussi le point de vos activités et surtout nous dire les défis et les perspectives pour la transplantation rénale au Sénégal et pourquoi pas aussi en Afrique de façon générale. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Merci à toute l'assistance. Permettez-moi d'abord de remercier notre maître, le professeur Aoumari Kolsek, qui a pris l'initiative d'organiser cet événement et surtout de nous y avoir associés avec le professeur Sek. Je suis d'autant plus content que dans cette salle, je retrouve des maîtres, des collègues de tous les jours. Et je pense que, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais ce serait important qu'elle sache où est-ce qu'on en est aujourd'hui pour la transplantation, parce que je me rappelle, quand on votait la loi, c'est elle qui était le ministre de la Santé. On était parti avec elle à l'Assemblée. Donc, pour la prise en charge de la maladie rénale chronique, d'abord, la première question, je veux dire que la néphrologie sénégalaise, elle a fait quand même un long chemin et vraiment avec d'excellents résultats. Parce que je vais faire un peu l'historique rapidement de l'évolution de cette prise en charge, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir été là depuis le début, presque. Le premier néphrologue au Sénégal, c'était le professeur Yacouba Touré, feu paix à son âme. C'est lui qui s'occupait de la néphrologie au Sénégal. Après, c'est notre maître, le professeur Boukar Diouf, qui est revenu en 1993 de sa formation, qui a commencé à mettre en place le système. Et en 2004, le Sénégal comptait 3 néphrologues, le professeur Diouf, le professeur Nia et moi-même. Et c'est en ce moment qu'on a créé le DS de néphrologie, dont les 2 premiers éléments étaient professeurs, aujourd'hui sont agrégés, professeur Sidi Sek et professeur Mohamed Moustapha Sissé. Et la néphrologie sénégalaise a quelque chose à ceci de particulier, elle a tendance à métastaser, et ce sont de bonnes métastases. Ce n'est pas comme les métastases cancéreuses. Les métastases dans les régions, c'est pour aller soulager les populations. Donc, l'un est à Saint-Louis, il dirige un service de néphrologie, l'autre est à Thiès, il dirige un service de néphrologie. Vous sentez bien que ce n'est quand même pas des métastases cancéreuses. Et nous avons créé en 2006, sous la supervision du professeur Boukar, le diplôme de néphrologie, donc le DS de néphrologie. Et aujourd'hui, nous comptons une 50aine de néphrologues formés, donc diplômés. Donc, de 2 néphrologues, 3 en 2004, nous sommes aujourd'hui une 50aine.
Et il y a également la création du diplôme de technicien supérieur en néphrologie. Et, nous en avons formé 75. Et depuis 2 ans, on a le master en thérapie de suppléance rénale. Et en décembre, on aura 30 qui vont sortir titulaires du master en thérapie de suppléance rénale, ce qui fera un total de 100 personnes, personnel paramédical formé pour la prise en charge. Parce que ce qu'on oublie souvent au Sénégal, c'est que ce sont les infirmiers qui traitent les malades. Si vous n'avez pas une bonne équipe paramédicale, quoi que vous fassiez, vous ne ferez pas de bons résultats, parce que vous n'êtes pas là pour administrer le traitement. Ceci étant dit, en ce qui concerne la prise en charge, en 2004, il y avait un centre de dialyse ou 2 publics, c'était Dantec et Principal. Et à la Dantec, le coût de la dialyse était de 50 000 francs. Et c'était le seul centre disponible. C'était le seul centre disponible et c'était 50 000 francs par séance, ça faisait 150 000 francs et c'était le centre public. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à 34 centres d'hémodialyse au Sénégal, dont 26 publics. Et dans les 26 publics, la prise en charge de la dialyse, elle est gratuite. Donc les malades se font dialyser gratuitement dans ces centres. Et donc c'est quand même, il y a un pas de géant qui a été fait. Et l'autre chose qui est très importante, une autre chose, c'est que toutes les régions du Sénégal aujourd'hui sont dotées d'un centre de dialyse. Les derniers en date, c'est Kédougou. Il y a un centre de dialyse qui a ouvert il y a 3-4 mois. Et puis, dans tous ces centres de dialyse, il y a un néphrologue. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas, les cardiologues ont fui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toutes les régions du Sénégal sont dotées de néphrologues formés et diplômés dans toutes les capitales régionales. Et donc, je pense également ça, c'est un saut qualitatif qui a été fait. En ce qui concerne la dialyse péritonéale, malheureusement, en fait, elle a débuté aussi en 2004. Elle a quand même du mal à se développer comme l'hémodialyse, mais elle s'est quand même étendue à Diourbel et à Louga, en plus du centre qui existe à Le Dantec. Donc, nous avons 3 centres de dialyse péritonéale aujourd'hui. Les contraintes, d'abord, c'est malheureusement, nous avons des services de dialyse partout, mais nous avons encore du mal à développer de vrais services de néphrologie dans ces régions. Ça se comprend parce qu'il y a un seul néphrologue qui assure la dialyse, qui assure la consultation, qui assure tout. C'est extrêmement difficile. Ils font des hospitalisations, mais c'est très difficile d'avoir un service également. L'autre difficulté et l'autre défi majeur contrainte, c'est le fonctionnement des centres de dialyse. Aujourd'hui, nous avons 26 centres publics, mais malheureusement, la moitié de ces centres fonctionnent autour de 60%. Je pense que sur la table, le docteur Anne aurait dû être là, parce que je pense que la dialyse, il connaît bien, parce que c'est lui qui s'en occupe. C'est 60% de fonctionnement à peu près. Ça veut dire que, alors que nous avons une liste d'attente, on a après 1000 dialysés, on a plus de 1000 qui attendent sur la liste d'attente. Donc, c'est un problème. Donc, il faut résorber le gap de du problème de ressources humaines. C'est en train d'être fait, mais je pense que c'est extrêmement important. Ça permet de réduire, le nombre de patients qui sont sur la liste d'attente. L'autre problème majeur, c'est la création des voies d'abord, les fustules artério-veineuses. Malheureusement, pour le moment, toutes les fustules artério-veineuses se font quasiment à Dakar. Et ça, vraiment, la chirurgie vasculaire, dans ce cas, elle n'a pas suivi l'évolution des centres de dialyse. Donc, tous les malades sont obligés de venir à Dakar pour la création des FAV. Et l'autre problème, qui n'est pas le moindre également, que nous rencontrons, c'est la maintenance des postes de dialyse. Il y a des contrats qui sont signés, les machines sont livrées, mais on a un problème au niveau de la maintenance. Et ça également, c'est un problème entre le ministère et les fournisseurs. Ce n'est jamais clair, ce qui fait qu'on a beaucoup de pannes. Et également, l'autre point, nous pensons qu'il faut, le président Lachir est là, il faut compléter la gratuité des soins. C'est bien que les gens dialysent gratuitement, mais nous sommes confrontés à ce problème. Ce sont des malades qu'il faut explorer. Il faut chaque 3 mois, au moins, leur faire une numération, un petit bilan phosphocalcique, et ce qui n'est pas à leur portée. Ce qui fait que nous dialysons des malades avec une mauvaise qualité de dialyse. Et je pense que ça également, c'est un plaidoyer. Malheureusement, personne n'est là. Le docteur Anne n'est pas là, mais nous continuons à faire le plaidoyer pour que la prise en charge soit un peu plus complète en intégrant certains médicaments essentiels et également en intégrant la prise en charge des examens complémentaires. Les fustules, c'est fait, c'est déjà très bien, mais il reste à... L'autre problème également que nous avons, c'est vraiment, on a beaucoup parlé de multidiscipline, de multisectorialité, mais dans la dialyse, son principal problème aujourd'hui, c'est la dialyse n'est pas organisée. Le fonctionnement de la dialyse n'est pas organisé au Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et qui sont indépendants les uns des autres.
C'est-à-dire que si vous prenez les générateurs de dialyse, c'est la GM qui s'en occupe. Si vous prenez les médicaments, c'est la PNA qui s'en occupe. Et puis, vous avez la division de la lutte contre les maladies. Vous avez donc les fournisseurs d'un côté et vous avez les personnels de santé qui sont entre les deux. Donc, je pense que autant on a organisé la transplantation, je pense qu'on gagnerait à organiser la dialyse parce qu'aujourd'hui, si l'État met 7 milliards de francs dans la dialyse pour dialyser 1000 patients, nous pensons que c'est insuffisant. C'est en deçà de ce qui devrait être fait. Et pour le régler, à notre avis, nous l'avons toujours plaidé, il faut une structure, on peut l'appeler programme, on peut l'appeler comme on veut, mais il faut que ce soit organisé. Ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'argent, autant d'acteurs indépendants les uns des autres. Et à ce rythme, nous allons continuer toujours à souffrir des défaillances. Je vous remercie. Maintenant, je ne sais pas si je peux enchaîner sur la deuxième question. Okay. Après, on discute à la fin de... Okay. Non, je mets à jour, mais parce que j'ai préparé des diapos comme il n'y a pas de présentation. Donc, vous avez... OK. Donc, pour parler de la transplantation, je vais faire un bref rappel également historique. Je pense qu'en 2015, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sous le magistère du professeur Awa-Marie Coll-Seck que la loi a été votée, c'était en décembre 2015. Le décret qui fixe, et dans cette loi, il était prévu un organe de régulation qu'on appelle Conseil national du don et de don, donc un organe qu'on appelle Conseil national du don de la transplantation, donc le CNDT. C'était prévu dans la loi de 2015 et ce conseil devait être créé par décret et ce décret n'a été publié qu'en 2018. Donc vous voyez, 2015-2018, ça faisait déjà 3 ans. Et en 2019, la composition et les missions de ce conseil a été mis en place, le décret est sorti. Et donc, il a mis en place ce qu'on appelle le Conseil national du don et de la transplantation, qui avait principalement, juste un rappel, le CNDT a un rôle de régulation. Encore une fois, les gens posent toujours la question quand est-ce que vous transplantez? Non, nous, ce sont les hôpitaux qui transplantent. Nous faisons de la régulation au même titre que l'ANACSUP, au même titre que tous les organes de régulation. Et donc, son rôle, c'est d'assurer la transparence, la coordination de dons, c'est veiller à la sécurité et surtout au respect de l'éthique, parce que c'est important, nous faisons du donneur vivant. Donc, si on fait donneur vivant, il faut que ce soit encadré. Et quand ce n'est pas encadré, malheureusement, nous risquons de devenir un pays de tourisme médical. Donc, c'est pour ça que le CNDT a été créé avec une multidisciplinarité dans sa composition, parce qu'on a des magistrats. C'est parce qu'il ne faut pas que la transplantation, qu'on voit juste l'aspect technique. Il faut voir l'aspect social, l'aspect sociologique. C'est pourquoi la composition est plurielle. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a également des secteurs de la société civile, le président du comité sénégalais des droits de l'homme, il y a des magistrats, il y a des professeurs de droit. Donc, vraiment, la composition est plurielle. Et depuis qu'on a le CNDT, il fonctionne également avec il y a un organigramme, je passe là-dessus, cellule qualité, déontologie, éthique, ça, on pourra en revenir dans les discussions. Et on a fait du benchmarking en Tunisie. On a vraiment, parce que nous sommes partis nous inspirer de ce qui se fait ailleurs, et surtout dans les pays avec lesquels nous sommes proches sur le plan sociologique et religieux. La Tunisie particulièrement, un peu la Turquie. Et à partir de là-bas, nous avons élaboré nos propres outils. Et le CNDT a été mis en place en 2019, et je peux vous dire qu'en avril 2020, donc, il y a eu un arrêté qui fixe les modalités de fonctionnement, vraiment les modalités d'octroi d'agrément. C'est-à-dire qu'au Sénégal, quand un hôpital veut transplanter, il faut qu'il dépose un dossier de demande d'agrément. Il y a une charte, il y a un cahier de charges à remplir. Et tout ce qui organise ça a été prêt depuis 2020, 1 an après l'installation. Et donc, si ça a tardé, parce que les hôpitaux devaient se mettre aux normes par rapport à ce cahier de charges, parce qu'il fallait avoir des ressources humaines qui répondent aux normes, il fallait avoir des infrastructures qui répondent aux normes, il fallait mettre en place beaucoup de choses et surtout, il fallait préparer des outils de communication pour la population parce que c'est quand même une activité nouvelle. Et depuis, on a fait beaucoup de choses. On a donc l'arrêté, on a eu un règlement intérieur, la charte éthique, les plans stratégiques, mais surtout,
on a le guide du donneur et du receveur, on a un argumentaire islamique et chrétien pour le don d'organes et la transplantation, qu'on est en train de vulgariser pour que vraiment nous sommes dans un pays où la religion, les croyances pèsent très lourd, donc il faut que les gens acceptent ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et après, il y a eu des dépôts, il y a eu des hôpitaux qui ont manifesté. Nous avons rencontré tous les hôpitaux du Sénégal pour leur partager la grille d'évaluation pour obtenir un agrément. Tous les hôpitaux, tous les directeurs des hôpitaux ont eu ce document et nous avons fait la visite de tous les hôpitaux de Dakar, principal, Ogip, Dalal Jamm, Dantec, donc HMO. Donc, on a rencontré tous ces hôpitaux, toute leur administration, toute leur commission médicale d'établissement à plusieurs reprises pour les imprégner et pour les accompagner. Il y a eu des dépôts et à ce jour, il y a un seul consortium qui a obtenu l'arrêté d'agrément depuis le 17 avril 2023. Parce que le processus a été long, ils ont le droit de transplanter. Et à ce jour, je peux vous dire que dans cet hôpital, il y a eu 4 couples donneurs-receveurs qui ont été explorés complètement. Complètement, c'est-à-dire sur le plan biologique, bactériologique et immunologique. C'est l'immunologie qui pose des problèmes. Et maintenant, on a acquis le Luminex. Les tests se sont faits ici. Nous avons fait contrôler à l'extérieur. Il y avait une concordance presque de 90%. Et pourtant, on avait acquis le matériel, ça faisait même pas un mois. C'est pour dire que ce problème d'immunologie est réglé au Sénégal. Et les équipes d'immunologie sont en train de... Voilà, elles collaborent. Toutes les consultations spécialisées sont faites. Et nous sommes en train d'envoyer, parce qu'aujourd'hui, pour donner un rein, il faut avoir un consentement signé au niveau du tribunal. Ces couples sont en train de... On a pris les rendez-vous au niveau des tribunaux pour que ces couples signent le consentement, parce qu'après, c'est terminé. Il faut juste programmer, prendre une date pour la transplantation rénale. Et je pense que vraiment, on en est là. Maintenant, la question majeure, c'est, on l'a dit depuis ce matin, qui finance tout ça? Si on a évalué 4 couples, c'est l'hôpital qui a pris sur lui de financer ces 4 couples. Toute leur évaluation, de A à Z, ce n'est pas tenable, ce n'est pas possible. Pourtant, nous avons fait une étude sur le coût sur le financement et le coût de la transplantation. Ces documents sont disponibles. Hein. On l'a remis au ministère de la Santé. Combien coûte une transplantation rénale? Comment est-ce qu'il faut financer? Et surtout, comment est-ce qu'il faut gérer? Nous avons fait ce travail et nous l'avons remis au ministère de la Santé et nous nous attendons. Mais aujourd'hui, demain, si on voulait programmer ces malades, ce n'est pas possible parce qu'il faut sécuriser. Comment sécuriser? On les a évalués, c'est bien. On a réglé les compatibilités, c'est bien. Mais et les médicaments? Ok, merci. C'est le problème qui pose problème. Donc, il faut régler... Non, excusez-moi, juste un problème pour les défis. Donc, il faut régler le financement. Ça, c'est le premier problème. Si on ne fait pas de financement, il y aura toujours des privilégiés, ceux qui ont les assurances qui vont continuer à être greffés. On fera 10 greffes par année, ça ne sert à rien. Le deuxième défi, c'est de changer la loi parce que c'est le donneur vivant. Ça ne sert à rien parce qu'on se rendra compte tout de suite de la limite et intégrer dans la loi la greffe de moelle dont le centre est en train d'être construit et dont la loi n'autorise pas la greffe de moelle. Donc, il faut absolument changer cette loi avant qu'on commence la greffe de moelle, quand le centre est en train d'être construit. Je vous remercie. Merci, professeur K. Et nous allons passer la parole au professeur Taïeb, un éminent professeur de réanimation médicale. Professeur Taïeb, nous aimerions que vous parliez de votre expérience dans la prise en charge et surtout dans les domaines des financements et des recommandations offertes dans ce sens. Vous avez une très grande expérience dans la mise en place de la dialyse périopératoire, particulièrement au Sénégal ici. Donc, vous avez la parole pour nous partager vos expériences. Merci. Je profite du privilège d'être chairman pour quand même apporter quelques informations complémentaires. Dans la formation, nous avons formé quand même 2 néphropédiatres qui sont en train de faire un excellent travail en pédiatrie parce que la néphrologie pédiatrique est le parent pauvre de la néphrologie en Afrique. Ils ont même commencé à dialyser. On a dialysé des enfants, des bébés de 2 mois, 3 mois. Nous avons formé aussi un anatomopathologiste qui fait aussi un excellent travail et commence à former d'autres
néphropathologiste parce que l'ANAPAT est indispensable, disons, au diagnostic, disons, à la prise en charge des néphropathies. Et c'est important de l'avoir dans un pays, ça aussi, il faut le voir. Je parle aux décideurs, il y a des défis, les défis sont programmatiques déjà. C'est-à-dire, au niveau de l'OMS, quand il parle de maladie rénale chronique, c'est au bout, ou bien dans une phrase un peu, disons, marginale, qu'il parle de la maladie rénale chronique. Les maladies non transmissibles, on ne parle pas disons, de la maladie rénale chronique, si vous regardez les documents de l'OMS. Et c'est important parce qu'il n'y a pas que le diabète et l'hypertension qui sont causes de maladie rénale chronique. Il y a plein d'autres pathologies, donc c'est indispensable. Nous sommes en train de faire le plaidoyer, que ce soit au niveau de la Société internationale de néphrologie, au niveau de l'Association africaine de néphrologie, pour faire en sorte que l'OMS mette carrément maladie rénale chronique, disons, de manière précise, pour que d'abord qu'on puisse, disons, avoir les financements éventuels pour ça, mais surtout qu'on puisse prendre les choses vraiment le taureau par les cornes, faire des enquêtes nationales. L'enquête STEP au Sénégal, nous avons tout fait pour mettre les maladies rénales chroniques, ça a été impossible. Donc, ils ont fait sans les maladies rénales chroniques. Du coup, nous n'avons pas les données, disons, concrètes, et, disons, qui permettent de prendre des décisions. Pour prendre une décision, il faut avoir des éléments chiffrés pour savoir quelle est l'incidence, quelle est la prévalence. Donc, c'est important, quand même, c'est des défis, les défis humains, il en a parlé, les défis organisationnels. Tout ce qui a été fait pendant plusieurs années et qui a permis donc cette diversification a été fait par nos services. Donc c'est le service qui avait pris sa responsabilité de travailler comme un programme. Et évidemment, il y avait l'écoute du ministère de la Santé, l'écoute des autorités. Mais c'est sur cette base que nous avons travaillé pour, disons, faire tout ce qui a été fait, la formation, disons, la dispersion des centres de dialyse. Mais depuis que je suis à la retraite, c'est le calme plat. Donc c'est la cacophonie, quoi, en fin de compte, parce qu'il n'y a pas d'organisation dans cette prise en charge. OK. Maintenant, l'enquête, j'en ai parlé, le défi financier, il en a parlé, c'est indispensable. Donc, vous pouvez y aller. Bon. Merci. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. C'est ouvert, non? Donc c'est vraiment juste un honneur pour moi de revenir au Sénégal. Ce n'est pas la première fois. On se connaît avec Diouf depuis l'année 95. Ah, donc ce n'est pas date d'aujourd'hui. Et c'est depuis alors qu'il commence à construire la néphrologie donc, sénégalaise. Je tiens à remercier Madame la ministre, professeur Awa Marie Coll Seck, donc, qui m'a associé donc, à ce forum. Et c'est toujours un plaisir de revenir. On peut avoir les diapositives. Vous les avez? Des diapositives, s'il vous plaît. Oui. Donc, je suis là pour parler un peu, relater un peu l'expérience tunisienne en matière de prise en charge de la maladie rénale chronique, qui est en fait la suivante, s'il vous plaît. La suivante, la maladie rénale chronique, représente un fardeau, comme dans tous les autres pays, donc on n'est pas d'exception, mais ce qui est très important à dire, et l'a dit donc Boucar, passez la suivante s'il vous plaît. Voilà. Donc, on parle de maladie rénale chronique, et en fait ce qu'on voit et de quoi on s'occupe, c'est essentiellement de l'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est la partie visible de l'iceberg, mais ce qui est au-dessous de ce qu'on voit, il est beaucoup plus important. Et c'est là les actions donc préventives, et je reviendrai un tout petit peu par la suite. Vous voyez ça, la médiane, c'est une médiane de prévalence de la maladie rénale chronique en Afrique, elle est de 4,2%, alors que dans le monde occidentalisé, elle est plus élevée. Je ne sais pas si c'est vraiment des chiffres, ça c'est l'enquête menée par la Société internationale de néphrologie, là depuis, on est à la 3e édition en 2022. Je ne sais pas si c'est vraiment des bons chiffres exacts ou bien c'est des sous-déclarations qui font qu'on est à 4,2%. Même si on n'est pas actuellement à 10%,
j'en suis sûr, avec nos modalités de vie, si on ne modifie pas, on va arriver et dépasser 10%. Suivante. La suivante. Donc, comme je l'ai dit, le plus important et la partie donc, qui est immergée, c'est d'agir pour éviter l'arrivée au stade d'insuffisance rénale chronique terminale, nécessitant souvent un traitement coûteux, onéreux, la dialyse, les techniques d'épuration extra-rénale et la transplantation rénale. Mais le plus important, c'est d'agir en amont, donc éviter et traiter l'obésité, l'hypertension, et on va voir tout à l'heure dans la deuxième partie donc, que c'est des problèmes majeurs. Comme l'a dit le docteur Bouriouf, il n'y a pas que l'hypertension, le diabète et l'obésité, il y a des neuropathies malformatives, il y a des néphropathies héréditaires, on est encore au stade où on a un pourcentage de néphropathies glomérulaires secondaires aux problèmes infectieux et parasitaires, donc le chemin est très long à faire. Suivante. La suivante, s'il vous plaît. Bon, comme je suis, la dialyse ou le traitement d'insuffisance rénale chronique a démarré en Tunisie très tôt, grâce à un monsieur, le professeur Souna Ben Aïed, qui est revenu de France en 1962 et rapidement, il a commencé à traiter donc, les malades qui souffrent d'insuffisance rénale aiguë. Comme vous le voyez sur la plaque, la dialyse chronique a commencé dans les années 68. Et c'était d'une façon anecdotique qu'elle a commencé. Eh bien, s'est avéré qu'il y a un général qui avait une insuffisance rénale chronique, et ensuite un maire d'une grande ville, Sidi Bou Saïd, que vous connaissez tous, qui sont tombés malades, et il a dit, le professeur Soumelaïs s'est adressé aux autorités, je suis capable de les traiter, mais achetez-moi une machine. Et c'est comme ça que ça a démarré donc, le traitement. On a acheté la première machine pour le général, la deuxième pour le maire donc, de Sidi Bou Saïd, et depuis, on n'a pas pu s'arrêter. Donc c'était important pour dire qu'il y a ce monsieur, Allah yarhamou, est important qui était le leader, donc Chip, qui a su taper à toutes les portes et plaidoyer la cause de l'insuffisance rénale. C'est vrai que ça a duré du temps, mais c'est lui qui est à l'origine. Il a su taper au porte du ministère de la Santé, des Affaires sociales, ministère donc des Affaires juridiques, des Finances, économie, pour arriver au stade où vous allez voir le résultat. Donc, comme vous le voyez, la dialyse chronique est arrivée très tôt, mais on ne s'est pas arrêté là. Comme la dialyse, il y a l'hémodialyse, mais aussi la dialyse péritonéale continue ambulatoire. En 1982, on a démarré la deuxième technique, et vous allez voir les chiffres. Et enfin, le plus important, la partie la plus noble donc, de ce traitement, c'est la greffe rénale qui a démarré en 1986. Mais pour arriver à toutes ces choses-là, il y a des prérequis lesquels il faut travailler, comme ça a été fait au Sénégal, ça a été fait donc, dans d'autres pays. Suivante, s'il vous plaît. La suivante. Hein? Oui. Non, la suivante. Donc, je pense que là, je veux parler d'un élément capital, c'est pour bien cadrer toute cette activité, même si ça a été institué tardivement, il fallait des textes réglementaires, des textes législatifs. Vous voyez, la dialyse qui a commencé en 1968, mais le premier centre d'hémodialyse privé, c'est dans les années 77-78, et ensuite, la chaîne n'a fait que progresser pour arriver actuellement à 171 centres, dont 54 centres publics. Donc, à peu près, plus que le tiers, c'est dans le privé, et un tiers donc, dans le public. Comment on a commencé la greffe rénale en 1986? En se basant sur un vieux décret médical qui date des années 51, qui a été fait pour commencer la greffe donc, de cornée. Donc, c'était vraiment avant même l'indépendance. Mais, ultérieurement, en 1991, il y avait une loi qui cadre toute cette activité et qui réglemente aussi bien pour le donneur que pour les vivants. Et on a eu la chance d'avoir une loi qui couvre l'aspect du donneur vivant, mais aussi l'aspect des donneurs, des prélèvements à partir de sujets décédés. Et c'est ça dans tous les pays. On ne peut pas faire une activité de greffe rénale avec le donneur vivant seulement ou avec le donneur à partir de sujets décédés. Il faudrait qu'il y ait automatiquement les deux. Il faudrait se préparer. Bien que la première greffe rénale en Tunisie a commencé, évidemment, parce que c'est plus simple, à partir d'un donneur vivant. Ensuite, pour mieux cadrer cette activité, il y avait la création du Centre national, le CNPTO, Centre national donc, pour la promotion de la transplantation d'organes, créé donc, dans les années 1995, il a commencé à travailler en 1997, et c'est lui qui est responsable de toute la réglementation. Ce n'est pas un centre, donc c'est un peu comme ce qui est au Sénégal. Il n'est pas responsable de l'activité clinique de greffe, mais c'est lui qui cadre et qui joue un rôle d'interface
entre le ministère, les différents services et entre donc tous les intervenants. Deux éléments importants, je pense, qui ont joué pour l'amélioration et pour le démarrage de la néphrologie et la dialyse, c'est la création de sociétés savantes qui appuient les chefs de service et les autorités, les sociétés savantes donc de néphrologie, peut-être de dialyse, de transplantation, et aussi un rôle non négligeable qu'il faut donner aux sociétés de malades. Après tout, c'est eux qui doivent et qui savent peut-être mieux que nous comment défendre donc leur cause. Suivante, s'il vous plaît. Évidemment, tout cela ne se fait pas sans financement. En Tunisie, nous avons eu de la chance d'avoir une couverture sociale, non seulement des fonctionnaires, donc les publics, mais aussi très tôt instituée depuis les années, disons avant même très tôt au moment de l'indépendance, pour le secteur donc privé. Ce qui fait en moyenne, nous avons grosso modo 80% des personnes usant une couverture sociale, qu'il s'agisse du fonctionnaire ou du privé, et les 20%, donc les affaires sociales et le ministère de la Santé sont d'accord pour donner des cartes de suite évidemment à des enquêtes d'assistance médicale gratuite qui est souvent de différents degrés. Ce qui fait, sur le plan pratique, il n'y a aucune personne qui est capable, sauf donc ceux qui n'ont ni l'une ni l'autre, qui sont très riches, les autres donc sont soit couverts par la Caisse de sécurité sociale, soit ils sont couverts automatiquement par le ministère donc, de la Santé sous forme d'un forfait qui est passé, qui vient du ministère des Affaires sociales. C'est coupé. Donc, le résultat de tout cela, vous voyez sur diapositive, c'est l'augmentation importante du nombre dialysés. Donc, depuis que ça a commencé, vous avez presque 13 000 donc, personnes dialysées. Ce qui fait quoi? Plus que 1 000 dialysés par million d'habitants. Et ces chiffres s'approchent de ceux en Europe. Je peux dire, avec fierté et peut-être pas très fier, que actuellement, tout patient qui se présente, qui a besoin d'une dialyse, il peut l'avoir. Donc, ce qui représente une prévalence donc, brute donc, de 1104 malades ou plus et une incidence donc, disons, nette de 44 nouveaux patients par million d'habitants par année. Suivant, s'il vous plaît. Ceci pour montrer la dialyse pétrolière, introduite très tôt en 1983. 2004, j'ai été donc avec le docteur Bocard, on a commencé. Elle a permis donc même de traiter un nombre non négligeable. Et cette technique, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a ses avantages et ses inconvénients, mais je dirais, au moins comme technique de démarrage, elle a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Je vous donne deux exemples. Un monsieur âgé qui est grabataire, eh bien, ce sera difficile qu'il se déplace en centre de dialyse, il vaut mieux qu'il soit traité donc chez lui. De même, un enfant ou un élève ou un étudiant qui étudie ou quelqu'un qui travaille, eh bien, si n'est pas dialysé régulièrement, il ne pourra pas se poursuivre ses études. L'avantage de cette technique, c'est qu'il peut faire son traitement donc, à domicile. Donc, ça nous a permis quand même de traiter des centaines de malades. Suivante. Donc, les missions essentielles du Centre national de greffe, je ne veux pas insister, c'est à peu près la même chose que tu as dit, donc, Dr Farika, donc, ils ont inspiré donc un peu la même chose, mais en tout cas, rien ne se fait et se passe sans qu'il y ait l'accord donc, de ce régulateur, donc, qui est le Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes. Suivante. Ceci, je reviendrai sur le financement, je n'ai pas tout dit. Donc, ceci pour vous montrer, depuis qu'on a commencé en transplantation rénale en 1986, le 4 juin 1986, eh bien, jusqu'à la fin 2022, 2112 greffes ont été réalisées, dont plus que le 2/3, évidemment, c'est presque 80%, à partir d'un donneur vivant, mais aussi, il y a 20% à partir de donneurs décédés. C'est une activité sur laquelle on est en train de travailler plus, parce que l'avantage des donneurs à partir de décédés, c'est non seulement de greffer les sujets atteints d'une insuffisance rénale, mais aussi c'est de donner l'espoir aux autres insuffisances d'organes, en particulier l'insuffisance hépatique, donc pour la greffe hépatique, la greffe cardiaque, etc., etc. Donc, c'est une aubaine un peu pour soulager les gens et pour cette couverture donc, en besoins médicaux soit la moins lourde possible pour nos populations. Suivante. Merci, professeur Taleb. Bon, c'était juste les dernières. Donc, c'était pour... Il paraît que nous devrons quitter à 14h15 pour permettre à nos autres collègues de partager leur expérience. Et je pense que ce que vous avez présenté déjà du côté financement, ce serait
Bon, le financement, il n'est pas fait donc, par le Code social, ce qui est l'avantage. Pour certains actes comme l'actif de greffe, il y a un financement donc, spécifique des forfaits donc, de remboursement. Ne sont pas évidemment au leur valeur, mais ça permet à l'hôpital de ne pas perdre de l'argent. Deuxièmement, ce qui a été fait comme toutes les séances de dialyse sur le forfait qui est payé par les caisses sociales, il y a un prélèvement de 2 dinars à peu près, disons, 0,5, la moitié d'un euro, donc, qui est prélevé cette somme dans un fonds spécial qui sert pour la promotion et la prévention donc, des maladies rénales et aussi la promotion donc, de toutes les greffes confondues. Donc, il y a un grand pas qui a été fait, mais il reste sûrement beaucoup de choses à faire et à améliorer. Merci. On va passer à l'autre. Nous aimerions bien avoir votre expérience de la Côte d'Ivoire en 3 minutes. Merci. Merci, cher maître. Avant tout propos, permettez-moi de remercier les organisateurs et puis de rendre un hommage vibrant à mes maîtres qui sont dans cette salle. La prise en charge de la maladie rénale chronique en Côte d'Ivoire se résumera dans mon contexte d'exercice à Boaké, à 350 km d'Abidjan, se résume à la prise en charge en dialyse. Mais permettez-moi de donner quelques données, de rappeler les données nationales. Donc en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons 9 centres de dialyse publics, dont 4 à Abidjan, 5 en dehors, avec une population estimée de 821 patients qui sont traités, dont 593 hommes, âgés en moyenne de 45 ans, qui bénéficient de 2 séances de dialyse par semaine, et le traitement coûte 1 750 francs. Ça semble abordable, mais les réalités sont tout autres. Dans mon centre à Boaké, je dirige le centre, j'ai environ 104 patients, âgés de 41 ans, dont 90 arrivent en urgence et 52% ont une hypertension artérielle non contrôlée. La durée moyenne en dialyse est de 24 mois. Le taux d'hémoglobine aussi entre 7 et 9 grammes, malgré la mise à disposition de l'érythropoïétine. Étant donné que la pression artérielle n'est pas contrôlée, on ne peut pas donc l'administrer. Il faut savoir que 60% des patients sont des sujets qui n'ont pas de revenus et la mortalité est de 42%. Les difficultés sont de tout ordre. Les infrastructures, la capacité est réduite quand même pour la deuxième ville du pays. Avec une population de 1,5 million, nous n'avons que 12 générateurs, avec des problèmes même dans la ville, l'eau, l'électricité, sans compter les malades qui viennent de contrées assez lointaines pour se faire traiter, qui parfois, face à des difficultés, sont obligés d'arrêter le traitement. Fort heureusement, les perspectives, la formation a commencé, les infirmiers spécialisés sont formés désormais, les néphrologues aussi sont formés depuis 2000. Il y a 42 néphrologues. Au niveau institutionnel, il y a l'ouverture de centres qui permet de désengorger donc, les centres à l'intérieur du pays. À côté de moi, bientôt, un centre va ouvrir. Au niveau du transport, puisque 40% des patients résident en dehors de la ville de Boaké. Il y a le transport urbain qui leur permettra de venir à leur séance. Et enfin, la couverture maladie universelle constitue l'espoir pour nous, car les examens complémentaires, les médicaments seront pris en charge. La transplantation existe depuis 2012. Nous sommes actuellement à une centaine de patients qui ont été greffés, mais c'est une initiative qui se passe dans le privé et le financement par l'État de Côte d'Ivoire permettra l'accessibilité à un maximum de patients. Mais mon message aujourd'hui, ce sera surtout de mettre un accent sur la prévention. La prévention qui se fait à l'occasion de la Journée mondiale du rein, qui doit surtout ne pas être seulement de façon ponctuelle, qu'on puisse mettre un accent sur la prévention au niveau de la population générale, la population au niveau des populations qui sont à risque, les hypertendus, les diabétiques, les PVVIH, etc. Et puis aussi que la subvention soit totale pour ces patients qui malheureusement affichent la gravité de la maladie responsable d'une mortalité très élevée dans cette population. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mélanie. Vous avez été très concise et nous a permis de gagner du temps. Alors, professeur Kaba, vous avez la parole pour parler de votre expérience de la Guinée. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes maîtres et tous mes amis, ainsi que les organisateurs de ce forum.
En Guinée, effectivement, comme les autres pays, ça a commencé par l'aigu. Après nos spécialisations, au retour au pays, on n'était pas nombreux. Donc on a monté le premier centre de dialyse, mais rapidement on a été rattrapé. On a vu des cas de chronique et il fallait enchaîner. Et on s'est retrouvé également à un déficit de personnes spécialisées. Donc on était obligé dans un premier temps de former des généralistes pour le dépistage, faire un réseau avec eux. Et actuellement, on est en train de transformer ces réseaux en spécialistes pour mettre des unités et qui sont en train de voir le jour. Donc nous passerons d'un centre public depuis 20 ans à peu près à une dizaine de centres, 11 précisément. Et grâce à nos maîtres du Sénégal, moi j'ai passé mon agrégation ici, je profite pour saluer tous mes maîtres. Nos jeunes assistants ont été formés ici, qui sont en train de préparer leur agrégation. Donc nous avons depuis 2016 notre DES. Donc le problème de ressources humaines est en train d'être résolu. Il reste maintenant les ressources financières pour accompagner. Et puis le dépistage précoce, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Vous verrez que le patient, la première fois que vous le voyez, vous lui parlez de dialyse, il n'a jamais eu un dosage de créatinine avant. Donc ça, c'est un gros défi, le dépistage précoce dans les groupes cibles. Ça, c'est un défi. Et également l'ignorance de la maladie. Je pense qu'il faut qu'on passe par beaucoup de sensibilisation à l'occasion des journées mondiales, mais aussi les forums de ce genre pour que d'autres personnes, d'autres acteurs nous accompagnent. C'est un gros défi. Donc la Guinée va se retrouver avec de 3 à 18 néphrologues, peut-être l'année prochaine une vingtaine, et des centres qui vont dépasser 10, ce sera 11 précisément. Et puis, des moyens financiers, quand même, il y a des accompagnements. Mais comme on dit, plus on dialyse, plus il y en a si on ne fait rien pour limiter le nombre de malades qui arrivent au stade de dialyse. Donc, maintenant, le dernier point concernant l'accès aux intrants de dialyse, c'est de faire en sorte qu'à la longue, qu'on puisse, en Afrique, fabriquer au moins la partie qui est la plus lourde. On transporte de l'eau, les concentrés de dialyse, etc. Je pense qu'il y a un projet au Sénégal. Donc, voir dans un cadre sous-régional comment faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest, centre, etc., qu'on puisse avoir des zones de production pour limiter un peu le coût de ces intrants et les coûts de transport. Donc, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Kapa. Je pense que tous nos éminents intervenants ont présenté la problématique de la prise en charge, des diagnostics, de la prévention, du financement. Et tout ceci ne sera pas possible sans une société civile bien organisée, consciente du problème, des problèmes. Et je vais passer la parole à M. Masser Sek, qui est le secrétaire général de l'association des hémodialysés et insuffisants rénaux au Sénégal, pour parler un peu de votre association, brièvement, les difficultés et aussi les recommandations. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur le modérateur. Tout d'abord, permettez-nous de s'associer aux félicitations et aux remerciements formulés à l'endroit des organisateurs de ce forum. Mais permettez-moi aussi de signaler que je suis là avec mes jeunes frères, Cissé Sarr, qui est le président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, et de Saher Ndiaye, qui est le président de l'antenne Achir de Achebo. Alors, pour présenter notre association, on va le caler sur 3 points. D'abord, nous essayerons de parler de ses origines, ensuite ses objectifs et ses perspectives ou ses réalisations. Alors, donc, pour ses origines, l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux Achir est née des cendres de 2 autres associations que sont l'APTIR. APTIR signifie Association pour la promotion du traitement de l'insuffisance rénale, et l'ASTRA, Association sénégalaise pour le traitement par le rein artificiel, créée en 1997. Cependant, les stratégies développées par ces associations précitées allaient à pas de caméléon.
Et c'est ainsi que l'ACHIR a été mise sur pied afin de répondre de façon accélérée aux attentes des patients. Alors, quelles étaient ces attentes? Ces attentes n'étaient rien d'autre que l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Alors, pour l'accessibilité géographique, le professeur K l'a dit, il y a des pas gagnés. Pour l'accessibilité financière, bon, il reste encore. Là, le taux de pourcentage n'est pas ce qu'on souhaiterait. Alors, donc, pour nos objectifs, je vous ferai l'économie des objectifs spécifiques et je parlerai de deux principaux objectifs. Premièrement, créer des liens de solidarité et de fraternité entre les patients. Et en second point, œuvrer pour améliorer le sort des insuffisants rénaux sur le plan médical et sur le plan social surtout. Alors, donc, le troisième point, là, on peut parler de quoi? De nos réalisations. Pour nos réalisations, je vais en citer qu'une seule. Le centre a eu à avoir, l'association plutôt a eu à avoir son propre centre sur une superficie de 814 mètres carrés, qui avait commencé à prendre 65 patients. Présentement, nous sommes à réhabilitation et ce centre, une fois achevé, sera, je ne dirais pas l'un des, mais je dirais le plus grand centre de la sous-région. Alors, mais il faut voir que tout le travail effectué par l'ACHIR a été en liaison avec le corps médical, paramédical, de même que le ministère de tutelle. Donc, chapeau aux professeurs et à tous les néphrologues, les TS et autres, parce qu'il y a eu une synergie entre les patients, les accompagnants et les traitants. Et donc, il faut avouer que cette collaboration nous a permis de régler pas mal de questions pour une meilleure amélioration des patients hémodialysés. Sur ce, je pense aux difficultés. Les difficultés, il est bien vrai que la répétition est pédagogique, mais il y a le professeur Farika qui m'a marché sur... vous voyez là, je veux dire. Parce que déjà, les difficultés que j'allais évoquer, il a eu à les soulever. Mais j'y reviendrai d'une manière ramassée. Donc, l'accessibilité, il est bien vrai que nous sommes passés d'un centre d'hémodialyse à 25, mais toujours l'accès aux soins pose des difficultés à cause des longues listes d'attente. Alors, le manque de personnel, oui, bravo, le nombre de néphrologues a augmenté au Sénégal, il y a des néphropédiatres, mais pour les techniciens supérieurs de dialyse et les infirmières de dialyse, là, ça pose problème. Et voilà qui fait que les difficultés rencontrées par les patients, parfois ça impacte sur le travail des spécialistes. Pourquoi? Parce que quand on est malade, on a besoin de trois choses. Là où se traiter, qui me traitait et avec quoi me traiter. Et là, je veux parler des médicaments et autres. Les recommandations que nous allons faire, il est bien vrai que l'État du Sénégal a beaucoup fait, mais pour sauver des vies, il n'a jamais assez à faire. Donc la première des recommandations, c'est l'optimisation des centres de dialyse. Alors, comment peut-on imaginer que nous avons 25 centres d'hémodialyse et qu'il y ait toujours des listes d'attente? C'est plus ou moins paradoxal. Donc, faisons tout pour optimiser les centres de dialyse. Généraliser aussi la gratuité de la pose de la fistule artéroveineuse. On avait parlé tantôt des abords. Sans abords, je pense qu'il serait difficile de traiter vos patients. Oui, pourquoi on parle de cette gratuité totale? Parce que ceux qui sont dans le privé, ils payent pour avoir leur fistule artéroveineuse. Alors que ceux qui sont dans le public et qui bénéficient gratuitement des séances de dialyse, eux, ils n'ont pas ce privilège. Comment privilégier quelqu'un deux fois? Donc, il faut généraliser cette pose de fistule artéroveineuse. Subventionner les médicaments. Oui, les analyses aussi. Il faut les subventionner. Mettre en place aussi des anti-rejets pour nos
pour nos transplantés. Et là aussi, nous faisons tout pour demander aux autorités étatiques de booster les structures hospitalières pour que la transplantation rénale puisse être vraiment effective. Alors, donc, d'une manière ramassée, voilà les quelques recommandations qu'on avait eu à formuler. Pour nos activités, c'est des activités de sensibilisation, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, promouvoir la transplantation rénale et aussi faire des campagnes de prévention. Je vous remercie. Donc, si vous pouvez repasser les diapositives du professeur Ben Abdallah pour 2 minutes pour les recommandations qu'il ferait pour l'Afrique. Bon, en attendant que ça vienne, ou bien? Tu peux en parler? Ok, vous avez la parole alors. Donc, la deuxième partie que je vais traiter, c'est un peu certaines recommandations, mais pratiquement au cours de nos discussions, ça a été dit. Moi, je voulais revenir sur 2 ou 3 points. Là, on a parlé beaucoup plus de la région, de la situation dans l'Afrique de l'Ouest, mais malheureusement, d'après l'étude faite par la Société internationale de néphrologie, qu'il y a une quinzaine de pays, il n'y a pas de dialyse. Il y a la moyenne de néphrologues, pas en moyenne en général, c'est moins d'un néphrologue par million d'habitants. Donc, c'est bien ce qui a été fait au niveau de Côte d'Ivoire, à Dakar, au Burkina, mais ceci doit se propager dans d'autres, donc dans tous les pays pratiquement, on n'a plus de droit donc disons, de mourir d'insuffisance alcoolique. Moi je vais rebondir un peu sur le mot de la liste d'attente. Ce n'est pas de poste de modélisme, il y a des attentes pour mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en attente pour l'hémodialyse. J'attends que quelqu'un d'autre meure pour que je puisse prendre sa place. Donc, dans ma tête, je n'accepterai pas du tout. À ce moment-là, quelle est la solution? C'est vrai que c'est difficile. Bon, il y a des moyens, mais chacun peut se faire. Un service qui fait 2 séances par jour peut passer à 3. Chez Nicole, par exemple, jusqu'à ce jour, nous faisons 4 séances d'hémodialyse. Vous avez le nombre important de malades. Donc, je n'ai pas de recommandations, mais je dirais 2 ou 3 mots. Premièrement, les leaders de la politique doivent être conscients de la gravité de cette maladie. Il faut la traiter, dépister précocement, la traiter précocement pour éviter des grandes catastrophes. Troisièmement, pour la prendre en charge, je reviendrai sur la formation, non seulement des médecins, mais aussi des infirmiers, des techniciens de dialyse, de psychologues, etc., tout ce qui entoure. Hein. Et je reviendrai sur la dialyse péritonéale. L'hémodialyse n'est qu'un seul traitement. La dialyse péritonéale peut rendre service à une bonne proportion donc, de malades. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça permet, c'est un traitement qui se fait à domicile et qui peut décharger donc, les centres de hémodialyse. C'est vrai qu'il faut une motivation donc, du personnel. Et enfin, je dirais, il faut travailler avec les sociétés savantes et les sociétés de malades. C'est eux qui sont l'élément moteur. Donc, il faut mettre la main dans la main hein, pour sortir l'Afrique de cette lutte et pour l'amener donc à la réussite. Merci. Ok, Mélanie, pour 1 minute. Je veux revenir un peu sur la formation. Une étude a été faite en Côte d'Ivoire où les motivations des jeunes étudiants en médecine en 6e année, c'est la cardiologie, la gynécologie, la pédiatrie. Et la néphrologie, sur une cohorte de 120 patients, la néphrologie est à 1%. Il y a 1% des étudiants qui veulent faire de la néphrologie. On va multiplier les centres, mais qui va animer ces centres? Ce problème se pose en Côte d'Ivoire, où la plupart des néphrologues sont cantonnés à Abidjan, très peu veulent aller dans les centres à l'intérieur. Donc on a vraiment beaucoup d'efforts à faire, c'est le changement de mentalité et faire comprendre aux populations que je fais une spécialité, pas parce que j'ai envie de faire, mais parce que je veux être utile à ma communauté. Ça, c'est très important. Donc au niveau de la formation, il faudrait que les étudiants
s'approprient, qui se disent, nous aussi, on fasse un plaidoyer auprès de ces étudiants pour avoir le maximum, qui veulent faire la néphrologie. Je ne sais pas quelle expérience au Sénégal, en Guinée, mais nos jeunes gens ne veulent pas faire de la néphrologie, c'est difficile. Donc j'insiste sur la prévention. Le peu de médecins que nous sommes spécialistes, il faut qu'on mette un accent vraiment sur la prévention, la prévention, la prévention. On aura toujours des patients en liste d'attente. Les États ne pourront pas à un moment donné faire face au coût exorbitant de la prise en charge de la maladie rénale. Et donc, prévention, prévention, prévention. Je vous remercie. Si vous permettez, je vais dire un mot. Moi, je crois qu'en Afrique, de l'Ouest, en Afrique occidentale, quand même, pour la formation, il y a beaucoup de pays, pour ne pas dire tout. En tout cas, il y a beaucoup de pays qui ont commencé les diplômes d'études spécialisées. Et le Bénin et le Togo viennent de mutualiser la semaine passée un diplôme qu'ils vont démarrer. Donc, je crois que c'est important. Au Sénégal, ce qu'on n'a pas dit, c'est que maintenant, il y a des masters. Il y a 3 masters en technique de suppléance, un à Dakar, un à Thiès, un à Ziguinchor. Je ne sais même pas si Saint-Louis n'a pas ouvert. Donc, qui permettent de former les infirmiers, ou en tout cas les paramédicaux pour les sciences de dialyse. Donc, ça, quand même, c'est fait. Il faut un programme. Il faut des programmes quand même constitués qui permettent, comme en Côte d'Ivoire, avec Mohamed le professeur Nyonsei, il faut des programmes qui puissent réfléchir et qui peuvent prendre en charge toutes ces données-là, proposer aux autorités et peut-être avoir, disons, une certaine écoute. Pour la chire, disons que quand je suis revenu de Paris, il y avait l'APTIR qui gérait les finances, donc il ne pouvait pas faire du social. Et j'ai créé l'ASTRA, j'ai dit aux malades de créer l'ASTRA pour, disons, le volet social des malades, parce que l'APTIR ne pouvait pas faire du social, il était là pour que ça soit fonctionnel. Donc c'est comme ça que c'est né, et plus tard, disons, la chire, disons, est née. Mais ce n'est pas limité là, il faut savoir qu'ils ont créé un réseau ouest-africain qui s'appelle le RACHIR, un réseau ouest-africain des instruments rénaux, qui a fonctionné à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils en sont actuellement, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui devrait permettre de faire des plaidoyers dans les pays de manière globale. Donc, au Sénégal, malgré l'absence de transplantation, il y a l'association des transplantés rénaux aussi, parce que le Sénégal aime bien les mouvements associatifs, et qui fait pas mal de choses, par exemple, qui partage les informations sur les immunosuppresseurs, ainsi de suite, et qui discute avec un groupe de réflexion assez important. Donc, avant de laisser conclure, monsieur, encore, voilà, donc, je crois qu'il faut penser à former des généralistes, parce que les néphrologues ne seront jamais assez. Mais le problème qu'on a, je ne sais pas si c'est dans d'autres pays, c'est que les généralistes, si vous ne les payez pas, ils ne viennent pas faire de la formation continue. Donc, il faudrait qu'on pense, par exemple, dans leur avancement, qu'il y ait des crédits qui sont liés à la formation continue et qui leur permettraient quand même de faire en sorte qu'ils puissent prendre en charge, au moins au début, avec ce phénomène de référence et de contre-référence, que les patients puissent être pris correctement dans les services de santé. La prévention, je n'y reviens pas. Les financements, c'est extrêmement important. Je crois qu'il faut qu'on passe vers la couverture, disons, pas les mutuelles, mais la couverture maladie universelle, parce qu'une mutuelle simple ne peut pas régler les problèmes de santé d'un pays. Il faut qu'on accepte de faire la couverture maladie universelle, comme dans tous les pays, par exemple en Côte d'Ivoire ou en Tunisie, qui permettent de traiter 1000 malades sans aucun problème. La Tunisie a à peu près le même nombre de populations que nous, s'ils ne sont pas moins importants que nous maintenant, parce que nous avons augmenté rapidement. Et vous voyez le nombre parce que c'est un pays qui me servait de référence quand je faisais des statistiques. Vous voyez ce qu'ils ont réalisé. Et ça veut dire que nous laissons beaucoup de Sénégalais mourir d'insuffisance rénale, ce qui n'est pas normal. Parce que, comme disait le professeur Khan tout à l'heure, c'est pire qu'un cancer. Là, on vous traite, vous vivez, on ne vous traite pas, vous mourrez. Il n'y a pas de faux fuyants. Donc, c'est extrêmement important quand même de prendre en charge ces considérations. Je vous remercie.
Merci, professeur Cap. Avant de conclure, on peut donner la parole à l'audience pour deux. Ouais. Une personne seulement. Allez-y. C'est l'autre association, le mouvement. Bonjour. Très bref. Oui, je m'appelle Cissé Sarr. Je suis partie du mouvement des insuffisances rénales du Sénégal. Je suis le président, comme mon grand frère a dit. Mais nous, les patients, notre problème, vrai problème, c'est pour avoir un fistule. Parce que ce que nous disons chaque jour, pour avoir des catheters, c'est un peu risqué. Avec des palpitations, tout ça, comme le professeur Farika aussi. Le professeur Farika aussi, il nous suivit beaucoup parce que quand est-ce qu'on avait transféré les centres d'Antec ici à l'aéroport, nous avons vécu beaucoup de problèmes, mais il avait beaucoup fait pour qu'on installe là-bas et puis on nous soigne là-bas. Mais aussi, il faut qu'on fasse la greffe rénale. Parce que la greffe rénale, c'est mieux que faire la dialyse. Parce que maintenant, si on fait la dialyse, on ne pouvait pas faire d'autres actions ou faire d'autres travaux parce que ça prend du temps, 3 jours la semaine, chaque jour 5 heures de temps. Donc. Et puis les médicaments sont chers. Pour faire les analyses, c'est cher, comme mon grand frère CRSEC nous a dit. Mais il faut que le ministère de la Santé nous aide beaucoup pour qu'on puisse vraiment diminuer le coût des analyses et les médicaments. Ouais. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci nos éminents intervenants. Et merci l'audience pour la passion et l'intérêt que vous avez eu pour cette présentation. Et nous avons été avec des spécialistes et nous voyons les mêmes problèmes partout. Je ne suis pas spécialiste des maladies rénales, mais je suis médecin de santé publique. Donc, j'ai vu effectivement les mêmes problèmes au Mali en ce qui concerne l'accès au traitement, la dialyse et aussi le manque de données. Et nous avons retenu ici aussi, si on a des données pour la Tunisie, mais dans la plupart de nos pays, nous avons besoin encore de données. Et une des recommandations aussi, c'est de prendre en compte dans les STEP, qui est beaucoup plus centré, en tout cas dans nos pays, sur les maladies cardiovasculaires, pour que les maladies rénales aussi peuvent être intégrées. Les problèmes de formation, je pense que c'est aussi transversal. Effectivement, voir comment faire des incentives aussi pour motiver les étudiants de médecine à aller vers la spécialisation, mais surtout la formation continue. Je pense que si nous avons beaucoup de spécialistes et les généralistes ont des responsabilités, surtout en périphérie. Et l'optimisation, autant vous avez parlé de l'optimisation des ressources en matière de dialyse, mais nous avons aussi besoin de cette optimisation dans la formation dans la sous-région, puisque nous avons les mêmes problèmes. Et enfin, tous les autres problèmes qui ont été évoqués, la couverture universelle, l'accès aux soins, tout ceci, la maintenance des équipements, l'accès à ces équipements ou même la transplantation nécessite la mobilisation des financements. Et là aussi, je pense que des exemples ont été donnés et nous devrons aussi continuer à voir les avenues pour la mobilisation des financements. Et finalement aussi, comme perspective, nous voyons quand même au Sénégal des avancées dans la transplantation et on espère aussi que cette expérience peut être
partagé dans les autres pays et que nous retenons aussi que ceci nécessite une pluridisciplinarité et l'implication des autres secteurs dans la transplantation. Et ceci constitue les perspectives dans l'avancée dans les domaines. Nous remercions l'équipe d'organisation pour une organisation vraiment très organisée et aussi l'audience pour la passion que vous avez. Merci à tous. Thank you.